Il pensait que ce serait juste une autre élimination, juste un autre enfant noir qu'il pourrait réduire au silence et blâmer pour sa résistance. Mais ce que ces officiers ne savaient pas, c'est qui était le père de ce garçon. Parce que lorsque vous mettez la main sur le fils du commandant de la Delta Force le plus meurtrier que ce pays ait jamais formé, vous ne franchissez pas simplement une ligne, vous déclenchez une guerre. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui suit. Ce qui vient ensuite n'est pas seulement une histoire de brutalité, c'est un jugement. Une collision d'honneur, de rage et de justice qui se déroule d'une manière que personne n'a vu venir. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement et écoutez attentivement. Dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous regardez. Laissez un commentaire ci-dessous. Nous lisons tout le monde. Ce n'est pas qu'une simple histoire. C'est un signal d'alarme. La pluie avait cessé depuis une heure, mais l'odeur de terre humide et d'asphalte chaud persistait dans le champ ouvert derrière l'ancien centre communautaire. Deshaun Carter courait seul sous les lumières vacillantes des grands lampadaires. Chaque pas atterrissait dans un rythme soutenu sur le chemin de gravier humide, sa respiration était régulière mais lourde, comme s'il essayait de distancer quelque chose d'invisible et de profondément personnel. Il n'était pas rare qu'il reste tard après l'entraînement. Deshaun aimait le calme, la solitude, la façon dont ses pensées se posaient lorsque le monde autour de lui ralentissait. Il n'avait que 16 ans, mais il se comportait déjà avec le calme prudent de quelqu'un qui avait appris à réduire sa présence dans certains espaces, surtout lorsque le soleil se couchait et qu'il était le seul enfant noir restant dans le parc. Ses chaussures grinçaient doucement à chaque pas, l'eau éclaboussait sous ses pieds, son pantalon de survêtement bleu marine était trempé au poignet. Il n'y avait pas de musique. Pas d'écouteurs. Juste le bruit de sa respiration et le bruissement occasionnel du vent à travers le grillage. Il avait une bourse en jeu, une visite de repérage le mois prochain et il avait besoin que ses temps baissent. C'est ce qu'il a dit à son entraîneur. Mais la vérité était plus compliquée. Courir était la seule chose qui lui donnait l'impression de pouvoir respirer, sans s'excuser. Ici, dans le silence, il n'avait pas besoin d'expliquer la tension dans ses épaules, ni pourquoi ses yeux se tournaient toujours vers la sortie la plus proche chaque fois qu'une sirène passait. Il venait de terminer son sprint final et marchait, les mains sur les hanches, lorsqu'il a vu les phares traverser le champ. Le gravier craquait, lentement et délibérément, tandis que la voiture de patrouille s'arrêtait près des gradins. Il n'avait pas besoin de vérifier de qui il s'agissait. Il avait vu cette voiture trop de fois, tournant dans le quartier comme un requin. Il continuait à marcher, ni vite, ni lentement, juste assez pour montrer qu'il ne faisait rien de mal. Mais à l'intérieur, un frisson familier lui parcourut la nuque. Et, aboya l'un des officiers, le son déchirant l'air nocturne comme un craquement. « Qu'est-ce que tu fais ici, mon fils ?» Deshaun se tourna, garda ses mains là où il pouvait les voir, sa voix ferme. « Je cours, monsieur. » Après l'entraînement. Ils étaient deux, l'agent Rick Dalton et l'adjoint Carl Boone. Il ne les connaissait pas par leur nom, mais leur visage faisait désormais partie de la menace silencieuse de la ville. Dalton sortit le premier, grand, mince, le regard vif et agité, comme s'il cherchait une raison. Boone est resté près de la voiture, tapant sur quelque chose sur son téléphone, mais regardant, comme un homme ennuyé à la recherche de divertissement. « Ce champ est fermé, » dit Dalton en s'approchant. « Vous êtes un intrus. » Deshaun fit un geste vers le bâtiment. « Le coach dit que je peux l'utiliser. J'ai des districts qui arrivent. » Dalton n'a même pas jeté un coup d'œil vers le bâtiment. « Tu as une pièce d'identité sur toi. » « Non, monsieur. J'habite à 3 pâtés de maison d'ici. Je viens ici tous les jours. » Quelque chose dans la mâchoire de Dalton se contracta, comme si la réponse n'était pas celle qu'il voulait. Boone gloussa dans sa barbe derrière la porte ouverte. Et Deshaun le sentit, le changement. Le moment où une conversation a cessé d'être une question et a commencé à devenir un coin. Il leva légèrement les mains, paume vers le haut, comme son père le lui avait appris il y a longtemps. Restez calme. Ne discutez pas. Ne vous précipitez pas. Ne courez pas. Je ne fais rien de mal, monsieur, répéta Deshaun, plus doucement maintenant. Mais Dalton s'approchait déjà, la voix plus forte qu'elle n'aurait dû l'être. Qu'est-ce que tu as dans ta poche? Tes mains bien en vue. Deshaun se figea. Son téléphone. Ses clés. Sa carte d'étudiant. Il ne bougea pas. Mais cela n'avait aucune importance. La seconde suivante n'était que bruit et mouvement soudain, Dalton attrapait son poignet, Boone réduisait la distance avec un rire qui n'avait pas sa place ici.
Le claquement des semelles en caoutchouc sur le sol mouillé. La piqûre du gravier contre la peau lorsque Deshaun toucha le sol. Il ne s'est pas battu. Il n'a pas crié. Son corps se recroquevilla instinctivement lorsque le premier coup lui fut porté, un coude dans le dos, puis un poing sur le côté du visage. Quelque chose de chaud a éclaté derrière son œil gauche. Sa vision nageait. On en a eu un rapide, ricana Boone, le genou appuyé contre les côtes de Deshaun. Le souffle de Dalton était serré, aigre à cause du café. Ils pensent toujours qu'ils sont au-dessus des règles. La joue de Deshaun s'enfonça dans la boue, ses doigts tremblants. La douleur s'est répandue sur son visage, rouge et pulsatile. Il ne voyait plus rien. Il ne pouvait plus respirer correctement. Mais à travers le brouillard, il se souvint d'une chose que sa mère disait toujours. Ne les laissez pas vous transformer en une histoire que vous n'avez pas écrite. Il a essayé de parler, a essayé de dire qu'il ne résistait pas. Mais tout ce qui en sortit fut un halètement brisé. La botte de Dalton l'a encore touché au flanc. Et Boone a ri, comme si tout cela faisait partie du travail. Cela n'a pas duré plus de 2 minutes. Ils ne l'ont pas arrêté. Ils n'ont pas porté plainte. Ils sont restés là, essoufflés et suffisants, et sont partis dans le noir comme si de rien n'était. Deshaun resta immobile un moment, la joue pressée contre le sol, le gravier frais contre la peau à vif de sa tempe. Le seul bruit était désormais le sifflement du vent et l'écho décroissant de leurs bottes claquant dans les flaques d'eau. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas juré. Mais il ne bougea pas non plus, pas pendant longtemps. Quand il l'a finalement fait, il s'est déplacé lentement. Chaque respiration était brusque et superficielle. Ses membres tremblaient alors qu'il se redressait. Le champ était à nouveau vide. Le silence était revenu. Mais ce n'était plus paisible. C'était le genre de bruit qui bourdonne derrière vos oreilles, quand quelque chose se brise à l'intérieur de vous. Son téléphone vibra dans sa poche. Une fois. Puis 2. Il ne pouvait pas voir l'écran, mais il savait qui c'était, sa mère. Il n'a pas répondu. Il se tenait juste là, sous la lumière, du sang coulant de son nez sur ses baskets, et se demandait. Que faudrait-il pour ne pas avoir peur à chaque fois que les phares éclairent la nuit? Et puis, il a commencé à marcher. Un pied, puis le suivant. Chaque pas est plus lourd que le précédent. Il ne savait pas ce qu'il dirait en rentrant à la maison. Il ne savait pas comment l'expliquer encore une fois. Qu'il n'avait rien fait. Qu'il voulait juste courir. Qu'il voulait juste être laissé tranquille. Mais pour l'instant, il marchait simplement. Passer la porte brisée. Passer le champ. Dans l'obscurité. Le chemin du retour m'a semblé plus long que d'habitude. Non pas à cause de la distance, mais parce que chaque mouvement envoyait une décharge de feu dans les côtes et les jambes de Deshaun. Son souffle était court et s'arrêtait à chaque pas. Et l'air froid de la nuit s'accrochait à son sweat à capuche déchiré comme une seconde peau, trempée de honte et de pluie. Les lampadaires clignotaient au-dessus de sa tête, projetant de faibles halos sur le trottoir fissuré alors qu'il passait devant des cours vides et des fenêtres fermées. Le monde autour de lui était silencieux, à l'exception du claquement lent et irrégulier de ses baskets contre le béton humide. Son téléphone vibra à nouveau dans sa poche. Il n'avait pas besoin de vérifier. Il savait que c'était sa mère, qui faisait probablement les 100 pas dans la cuisine, se demandant pourquoi il n'était pas encore à la maison. Il n'avait pas la force de répondre. Ni physiquement, ni émotionnellement. Qu'était-il censé dire? Ils sont revenus. Et cette fois, ils n'ont pas arrêté avant que mon visage ne touche le sol. Ses doigts se recourbèrent légèrement à se souvenir. Non pas par colère, mais plutôt par incrédulité. Une sorte de confusion engourdie qui ne s'était pas encore complètement transformée en quelque chose qu'il pouvait nommer. Le sang coulait lentement de sa lèvre, le long de son menton, chaud contre le froid. Et quand il l'essuya avec sa manche, la tache ne fit que s'incruster plus profondément dans le tissu. Il n'a pas pleuré. Il n'était pas sûr de pouvoir le faire. Mais sa poitrine lui faisait mal, quelque chose de plus lourd que des ecchymoses, quelque chose qui vivait dans l'espace entre la peur et la fureur, là où votre voix s'assèche avant même d'atteindre votre gorge. Il tourna dans son pâté de maison et vit la lumière du porche briller, comme toujours. Celui que sa mère laissait allumer, peu importe l'heure qu'il était. La petite maison de chasse se tenait immobile sous la lueur orange du lampadaire. Le bois des marches d'entrée s'est déformé à cause des années de pluie et de soleil. Il les escalada un par un,
plus lentement que d'habitude, s'agrippant à la balustrade pour se stabiliser alors que ses jambes menaçaient de céder sous lui. Puis vint le bruit au départ rapide venant de l'intérieur, le grincement d'une porte. Et la voix de sa mère fendit le silence comme un éclair. « Deshaun » cria-t-elle, déjà à mi-chemin de la porte, la moustiquaire se refermant derrière elle. « Oh mon Dieu, bébé, que s'est-il passé ?» Elle se précipita vers lui avant qu'il ne puisse répondre, tombant à genoux sur le porche, ses mains tremblantes alors qu'elle planait près de son visage, sans encore le toucher tout à fait. Elle était toujours en tenue d'hôpital, un mince coupe-vent tiré sur ses épaules, son badge d'identification se balançant légèrement alors qu'elle s'agenouillait devant son fils, qui pouvait à peine se tenir debout. Ses yeux étaient écarquillés, parcourant les bleus, le sang, la façon dont il se courbait comme si quelque chose à l'intérieur s'était brisé. « Je vais bien », murmura Deshaun, mais les mots étaient trop bas, trop pâteux pour paraître convaincants. « Non, tu ne le es pas, rétorqua-t-elle. Mais sa voix s'est brisée à mi-chemin. « Qui t'a fait ça ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il s'appuya simplement contre son épaule, le poids de son corps s'affaissant sur le sien, comme s'il n'avait finalement plus la force de le porter seul. Elle l'entoura de ses bras. Lentement. Prudemment. Une main dans son dos, l'autre berçant l'arrière de sa tête tandis qu'elle le guidait à l'intérieur, au-delà du seuil et dans le salon étroit qui sentait le cirage au citron et la lavande du désodorisant enfichable qu'elle oubliait toujours de remplacer. Elle l'assit sur le canapé et tira une couverture sur ses jambes. Ses propres mouvements étaient un étrange mélange de calme pratiqué et de panique à peine contrôlée. Des années passées aux urgences lui ont appris à soigner les plaies. Comment poser les bonnes questions? Comment rester concentré quand il y a du sang dans l'air? Mais ça. Ce n'était pas un inconnu sur un brancard ou un enfant d'un autre code postal. C'était son fils. Son bébé. Et il saignait dans ses bras. Elle attrapa la trousse de premier secours sous le placard du couloir, ses doigts serrés autour de la poignée. « Dis-moi la vérité », dit-elle en s'agenouillant à nouveau devant lui, tirant son sweat à capuche vers l'arrière pour révéler les ecchymoses sombres qui gonflaient sur ses côtes. « Qui t'a fait ça ?» Deshaun grimaça lorsque le tampon antiseptique toucha sa peau, la piqûre étant suffisamment vive pour provoquer un sifflement à travers ses dents serrées. « Les flics », murmura-t-il, les yeux baissés, la voix à peine plus forte qu'un souffle. Le mot resta suspendu dans l'air, lourd, épais, et resté muet trop longtemps. Loretta s'arrêta en plein mouvement, le bloc-notes toujours à la main. Sa mâchoire se crispa en regardant le visage meurtri de son fils. Elle ne demanda pas de quel policier il s'agissait. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde dans cette ville connaissait les quelques policiers qui patrouillaient dans ces rues tranquilles, et elle avait vu la façon dont il regardait son fils comme si sa peau était un avertissement, son silence une menace. Ils n'ont même pas dit pourquoi, ajouta-t-il, son œil valide levant les yeux vers elle. Ils se sont juste arrêtés et ont commencé à se balancer. Loretta ne répondit pas immédiatement. Elle pressa doucement une compresse froide contre sa joue, ses mouvements étant désormais lents et réfléchis, comme quelqu'un qui dépose des fleurs sur une tombe. Le silence entre eux n'était pas vide, il pesait lourd. Il était chargé de vérités qu'aucun d'eux ne voulait exprimer à voix haute. Que ce n'était pas la première fois. Que ce ne soit pas la dernière. Qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour le protéger, et pourtant, ce n'était pas suffisant. « Nous allons à la clinique », dit-elle enfin, d'une voix dure et inébranlable. « Je vais bien », essaya Deshaun, mais... Elle secoua la tête avant qu'il ait pu terminer. « Non », dit-elle fermement en se levant et en attrapant ses clés. « Tu ne le es pas. Et je ne lâcherai pas. » Il n'a pas discuté. Il ne pouvait pas. Elle l'aida à se relever, son bras passé sur son épaule. Il se pencha vers elle, lentement, d'un pas hésitant. Ensemble, ils se dirigèrent vers la vieille berline garée devant. La portière s'ouvrit en grinçant, et il se glissa à l'intérieur en gémissant, la tête appuyée contre la vitre froide, son souffle la voilant légèrement tandis que le moteur s'emballait. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, leur maison rétrécit dans le rétroviseur. Deshaun ferma les yeux, non pas pour dormir, mais pour se couper du monde un peu plus longtemps. Il ignorait ce que le médecin dirait, ni ce que sa mère ferait ensuite, mais à cet instant, avec le léger claquement des essuie-glaces et le vrombissement des pneus sur l'asphalte mouillé, il ne pensait qu'à la rapidité avec laquelle le silence était devenu violent, et à l'impossibilité de courir à nouveau librement. La salle d'attente sentait l'eau de javel et le vieux café, un mélange acre et acide qui imprégnait les chaises en vinyle craquelé et l'air épais et stagnant. Au-dessus, des néons bourdonnaient d'un bourdonnement froid et mécanique,
projetant une teinte bleutée maladive sur le visage meurtri de Deshaun. Il s'appuya contre l'épaule de sa mère, sa respiration était superficielle, chaque mouvement lui envoyait une douleur dans les côtes. Loretta se redressa à côté de lui. Sa mâchoire se serra. Une main serrait le presse-papier qu'on leur avait donné sans un regard. L'autre reposait sur le genou de son fils, douce, mais farouchement protectrice. De l'autre côté de la salle, les gens observaient les autres, certains curieux, d'autres méfiants. Quelques-uns affichaient un jugement évident sur leur visage. Mais aucun ne manifestait de chaleur. Aucun ne manifestait l'inquiétude que l'on espère trouver dans un lieu conçu pour la guérison. Lorsqu'ils franchirent les portes, Deshaun pouvait à peine se tenir debout sans l'aide du mur, et la réceptionniste n'avait même pas levé la tête. Son badge indiquait Linda. Ses lèvres se pincèrent à la seconde où elle le vit les bleus, le sweat à capuche, le sang qui couvrait sa mâchoire. « Remplissez-les », dit-elle d'un ton neutre, en faisant glisser les formulaires sur le comptoir avec seulement 2 doigts, comme si elle manipulait quelque chose d'infectieux. Loretta tenta de s'expliquer, d'une voix calme mais teintée d'urgence. Il a été agressé. Il a besoin d'aide. Tout de suite. Mais Linda marmonna seulement quelque chose à propos du protocole et appela la personne suivante dans la file. Ils attendaient depuis 30 minutes. Puis 1 heure. Puis 2. La respiration de Deshaun était devenue plus saccadée. Il avait cessé de faire semblant de ne pas avoir mal. Il restait assis, immobile, silencieux, la tête basse, grimaçant de temps en temps lorsque la douleur s'accentuait, surtout lorsqu'il toussait ou bougeait. Loretta observait les patients entrer et être examinés les uns après les autres. Un homme âgé avec une attelle au poignet. Une femme avec une toux aiguë. Tous blancs. Tous soignés avant eux. Ils le font exprès, murmura-t-elle en se penchant pour que seul Deshaun puisse l'entendre. Il te voit et imagine le pire. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Sa façon d'éviter tous les regards en disait long. Il ne souffrait pas seulement, il était humilié. Rétréci dans un espace censé le protéger. Loretta tendit la main et enleva un peu de peluche de sa manche, l'instinct maternel, trouvant sa place même au milieu d'une tempête. « Tu n'es pas ce qu'ils croient », murmura-t-elle. « Ne laisse jamais leur silence te révéler qui tu es. » Finalement, une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte. Elle l'appela d'une voix saccadée, le visage indéchiffrable. Loretta se leva la première, soutenant Deshaun tandis qu'il se relevait en gémissant. Chaque pas était un cruel rappel des coups de pied et des poings qu'il avait amenés ici. Le couloir était étroit et froid. La salle d'examen ressemblait plus à un placard qu'à un lieu de guérison, un brancard poussé dans un coin, des placards hermétiquement fermés. L'infirmière ne dit rien. Elle vérifia ses constantes sans croiser son regard, notant les chiffres machinalement, puis partit. Ils attendirent encore. Quand le médecin arriva enfin, il se déplaça rapidement, impatient, comme quelqu'un déjà en retard pour quelque chose de plus important. Il semblait avoir la cinquantaine, la calvitie avancée, le visage fatigué et les poignets de sa blouse légèrement tachés. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il, les yeux se posant sur le visage de Deshaun tandis qu'il attrapait son stéthoscope. « La police, » dit Loretta avant que son fils puisse répondre. 2 policiers. Sans raison. Ils l'ont tabassé au milieu de la piste. Le médecin hocha la tête distraitement, soulevant la chemise de Deshaun avec ses doigts froids, appuyant sur ses côtes meurtries. « Fracture peut-être », murmura-t-il. Des contusions partout, mais rien de mortel. Il griffonna sur un bloc-notes, déchira la feuille comme un reçu et la tendit à Loretta. Antalgique. Repos. Liquide. Poche de glace. Pas de sport pendant quelques semaines. Elle regarda le papier, puis lui. C'est tout ? Il haussa les épaules, se retournant déjà pour partir. Il guérira. Je veux signaler cela, dit-elle, se levant d'une voix rauque. C'est une agression. Perpétrée par des agents de la force publique. Je veux que ce soit noté dans son dossier. Nous ne nous impliquons pas là-dedans, dit-il par-dessus son épaule. La porte s'est fermée avec un clic. Le silence qu'il laissa derrière lui était plus fort que n'importe quelle sirène. Deshaun baissa lentement sa chemise, les mains tremblantes. Loretta s'assit à côté de lui, tenant toujours l'ordonnance froissée. Et pour la première fois ce soir-là, elle paraissait vraiment fatiguée non seulement physiquement, mais aussi spirituellement.
Le genre d'épuisement que l'on ressent en sachant que le système n'est pas fait pour la survie. Sur le chemin du retour, Deshawn regardait la ville défiler au ralenti. Chaque lampadaire vacillait brièvement sur sa joue meurtrie. La voiture était silencieuse. Seul le doux ronronnement du moteur. Le bruit occasionnel des pneus sur l'asphalte défoncé. Les mains de Loretta serraient trop fort le volant. Ses jointures étaient blanches. Le regard fixé devant elle. « Ils ne vont pas s'arrêter, » dit Deshawn, les yeux toujours fixés sur la fenêtre. La voix de Loretta était basse et douce. « Alors, moi non plus. » À leur retour, la lumière du Porsche était toujours allumée, projetant de longues ombres sur les marches où Deshawn s'était effondré quelques heures plus tôt. Elle l'aida à entrer. La porte se referma avec un léger clic qui résonna comme un vœu. Il s'installa sur le canapé, légèrement recroquevillé. Elle le couvrit d'une couverture, lui repoussant les cheveux du front comme elle le faisait quand il avait 5 ans, craignant l'orage. Aucun des deux n'a parlé. La télévision bourdonnait, oubliée dans un coin. Quelque part dans la cuisine, la vieille horloge indiquait l'aube. Loretta était assise en face de lui, en tenue d'hôpital, l'ordonnance déchirée toujours à la main. Son regard était distant, mais fixe. Deshawn cligna lentement des yeux, son œil valide trouvant le sien dans le silence. « Et maintenant » demanda-t-il d'une voix rauque. Elle croisa son regard, fixe, inébranlable. « Maintenant, dit-elle, nous nous battons. » Et pour la première fois cette nuit-là, la maison semblait à nouveau solide. Pas sûr. Pas calme. Mais ancré. Dans quelque chose de plus féroce que la peur. En détermination. Dans la certitude tranquille que personne d'autre n'écrirait la fin à leur place. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Il est rentré, mais ils sont déjà en train de tout réécrire. S'il te plaît, appelle-moi. Je me fiche du passé. J'ai besoin de toi ici. Elle a mis fin à l'appel sans écouter la lecture, a simplement glissé le téléphone dans sa poche et a appuyé son front contre le mur pendant un moment, les yeux fermés, laissant la peinture fraîche apaiser la chaleur dans sa tête. La maison était immobile, trop immobile. Le genre de calme qui s'installe après que quelque chose se soit fissuré. À 1000 kilomètres de là, dans une clairière nichée entre deux crêtes, un téléphone satellite bourdonnait contre le côté d'un sac à dos suspendu à une chaise à cadre métallique. L'homme assis sur cette chaise était déjà réveillé, aiguisant le tranchant d'un couteau de camp avec des mouvements lents et expérimentés. Il s'arrêta, jeta un coup d'œil vers le bruit, puis se leva et traversa la clairière à grands pas délibérés. La brume matinale s'accrochait aux arbres comme un voile fin, et les oiseaux commençaient tout juste à tester le bord de l'aube avec des cris faibles et incertains. Conrad Carter a pris l'appareil, a appuyé sur l'écran et a vu le nom de Loretta. Pendant un instant, il resta silencieux. Il laissa simplement sa respiration ralentir pendant que le message était diffusé. Sa voix était tendue, mais elle n'avait pas changé. Pas vraiment. Elle conservait toujours cette fermeté d'acier sous la panique, le genre de détermination qui l'avait attirée vers elle des années auparavant, avant que la guerre et la distance ne les séparent. Mais c'est le nom qu'elle a prononcé Deshawn qui l'a frappé comme un coup de poing dans les côtes. Il s'assit sur le bord de la caisse de ravitaillement, le téléphone posé sur sa cuisse, les mots résonnant encore dans sa tête. Ils lui ont fait du mal. Ils ne l'ont pas arrêté. Je l'ai juste laissé saigner. Il fixait la forêt enveloppée de brouillard, la mâchoire serrée, les yeux plissés, non pas par confusion, mais avec clarté. Il en avait vu assez pour savoir ce qui allait suivre. Personne ne laisse un adolescent noir battu dans le noir sans s'attendre à ce qu'il disparaisse tranquillement. Et aucun système ne réécrit l'histoire aussi rapidement à moins de savoir qu'il est coupable. Il se releva, jeta le couteau dans la trousse et commença à faire ses bagages avec une efficacité rapide, fusil, trousse médicale, ordinateur portable crypté, téléphone jetable, argent liquide d'urgence. La façon dont il bougeait racontait sa propre histoire. Un homme qui s'était préparé à un appel comme celui-ci, même s'il ne voulait jamais qu'il arrive. En quelques minutes, la clairière était dégagée. Le feu, étouffé. Les traces, effacées. Il n'a pas laissé de notes ni d'explications. Il n'a pas dit au revoir. Il s'est simplement glissé dans les arbres comme une ombre se dissolvant dans le brouillard. À midi, il était à bord d'un vol privé au départ de Knoxville, les yeux scrutant les rapports de renseignements transmis par les canaux secrets de l'armée. Il ne s'est jamais complètement déconnecté. Police d'Atlanta. Officier du district ouest, Rick Dalton et Carl Boone. Historique des plaintes.
Notes internes. Journaux de caméra de circulation. Les doigts de Conrad volaient sur le clavier tandis qu'il assemblait les pièces. 2 uniformes. Aucune activation de caméra corporelle. Un faux rapport d'incident, enregistré 30 minutes après le passage à tabac de Deschaune, mentionnait déjà « résistance à l'arrestation, application d'une force mineure ». Il a lu la ligne 2 fois. La mâchoire serrée était si forte qu'elle faisait palpiter sa tempe. Force mineure. Il se souvenait encore de la première fois où Deschaune avait couru sur piste 8 ans, trop petit pour les crampons mais rapide, si rapide, et fier comme seul un enfant peut l'être, avant que le monde ne lui apprenne à cacher sa joie. Maintenant, ce même garçon était allongé, couvert de bleu, sur un canapé tandis que son nom était transformé en mensonge. Conrad ferma l'ordinateur portable, le mit de côté et s'adossa au siège en cuir rigide. Le bourdonnement de l'avion vibrait à travers ses bottes, mais son esprit était déjà là, dans la ville, cartographiant chaque rue, chaque uniforme, chaque nom qu'il pourrait avoir besoin de retracer. Pas pour se venger. Pas encore. Mais pour la vérité. Et peut-être quelque chose de plus froid. Alors que les nuages se brisaient sous les ailes et que la ligne d'horizon d'Atlanta s'étendait à l'horizon, Conrad fouilla dans son manteau et en sortit une photo qu'il avait conservée même après le divorce, cachée derrière un passeport dans un étui en tissu. Deschaune à 13 ans, tenant une médaille, le visage rouge de victoire. Le bras de sa mère autour de lui. Tous deux rayonnent dans la lumière dorée de la fin de l'été. Il fixa cette image de la vie qui avait été la leur, avant que le silence ne s'installe, avant que les kilomètres ne s'élargissent et il pensa. Peu importe ce que cela coûte, je ne les laisserai pas effacer ce garçon. Il a ensuite retiré la photo, s'est assis et a attendu que le train d'atterrissage touche le sol. Tout a commencé par un coup frappé à la porte d'entrée. Pointu. Officiel. Le genre qui fait se contracter votre colonne vertébrale avant même que vous ne vous leviez. Loretta venait de se verser une tasse de café léger et relisait les papiers de décharge de Deschaune, traçant chaque ligne comme si elle avait peut-être manqué quelque chose qui expliquait comment la justice pouvait s'en sortir en uniforme. Elle ouvrit la porte, s'attendant à un voisin. Ou peut-être un ami de l'église qui prend de ses nouvelles. Mais ce qu'elle a trouvé à la place, ce sont 2 officiers en uniforme, debout épaule contre épaule, l'expression vide, mais les yeux vigilants, comme s'ils se préparaient déjà à un problème qu'ils avaient contribué à créer. Madame Carter, demanda le plus petit, un bloc-notes sous le bras, d'une voix trop polie pour qu'on lui fasse confiance. Elle hocha lentement la tête, la tasse de café encore chaude dans sa main. C'est moi. Nous devons parler à votre fils. Un rapport a été déposé. Son front se fronça et sa main se resserra autour de la poignée. Un rapport? Il se repose. Il revient tout juste de la clinique. Le plus grand s'est déplacé. Son ton, plus plat maintenant. Il faut qu'on le voie. C'est à propos d'un incident à l'école. Deschaune était de nouveau sur le canapé, à moitié endormi, un gant de toilette humide sur le front et les jambes enroulées sous la couverture. Quand Loretta se retourna, il était déjà assis, les yeux plissés par la lumière de la porte ouverte, une lueur d'anxiété traversant son visage, comme si son corps se souvenait plus vite que son cerveau. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, la voix rauque à cause du gonflement de sa mâchoire. « Ils veulent te parler » dit Loretta prudemment, essayant de garder sa voix stable, bien que son ventre se torde de malaise. Les officiers sont entrés sans qu'on leur demande. Leurs bottes résonnent sur le parquet. L'air se déplaçait, devenait plus serré, plus froid. Le plus petit a déplié le presse-papier et l'a tenu en l'air. Deschaune Carter, vous êtes accusé de possession en vue de revente. Un élève nous a prévenus. Vous avez des stupéfiants dans votre casier. Les mots tombèrent comme des pierres dans la pièce et, pendant un instant, personne ne bougea. Deschaune cligna des yeux, puis secoua lentement la tête, confus. C'est impossible. Je ne sais même pas, de quoi tu parles? Loretta s'avança instinctivement devant lui, sa voix s'élevant. C'est un mensonge. Mon fils n'a jamais touché à la drogue. Tu me caches quelque chose. Cette fois, l'officier le plus grand prit la parole, la voix coupée. Madame, si vous continuez à interférer, nous devrons également vous arrêter. Ils tirèrent Deschaune sur ses pieds, ignorant la façon dont il grimaçait, la façon dont ses jambes se dérobaient légèrement sous la pression. Il essaya d'expliquer, essoufflé, brisé. Je ne suis pas retourné à l'école depuis que c'est arrivé. Comment pourrait-il y avoir quelque chose dans mon casier?
Personne n'a répondu. Ils l'ont menotté avant que Loretta ne puisse les arrêter, ses cris remplissant la pièce alors qu'il le poussait vers la porte. Son sweat à capuche de travers, ses baskets à peine nouées, la couverture du canapé traînant derrière lui comme un morceau oublié de la maison. Les voisins ont jeté un œil à travers les stores lorsque la porte de la voiture de police a claqué. Et en quelques minutes, Deshawn était de nouveau parti, cette fois non pas dans une clinique, mais dans un centre de détention pour mineurs. Le mot « possession » était gravé comme une malédiction dans le dossier qui le suivrait partout où il irait. Loretta se tenait sur le porche longtemps après leur départ, le soleil du matin montant plus haut, projetant de longues ombres sur l'allée fissurée. Elle tenait le téléphone de Deshawn dans sa main, son écran de verrouillage toujours brillant avec une photo d'eux souriant lors de sa dernière rencontre d'athlétisme. Le silence était insupportable. Non pas parce qu'il était vide. Mais comme il était rempli de tout, elle ne pouvait pas le protéger. À l'intérieur du commissariat, un officier nommé Raymond Kerr se tenait derrière un bureau, tapant avec 2 doigts et un sourire narquois qui ne quittait jamais ses lèvres. Le tuyau du casier était arrivé de manière anonyme. Les médicaments déjà photographiés. Les preuves ont déjà été déposées. L'histoire était hermétique, car elle avait été écrite avant même que Deshawn n'arrive à l'école. Encore un de ceux qui sont dans la rue, murmura-t-il pour lui-même, en sirotant du café brûlé dans une tasse ébréchée. Il aurait dû garder la tête baissée. Et quelque part à l'autre bout de la ville, un officier débutant se tenait seul dans le couloir de l'école, fixant le casier 17, le cœur battant à tout rompre à cause de la culpabilité. Le sachet de pilule est déjà sorti de sa poche. Le mensonge est déjà vivant dans le système. Il aurait voulu dire non. Il avait presque réussi. Mais quand Kerr le regarda dans les yeux ce matin-là et dit « Tu veux une carrière ou une conscience ?» Il avait choisi la voie qui ne le ferait pas virer. Plus tard dans la soirée, Loretta était de nouveau assise dans le salon. Le sac à dos de Deshawn intact par la porte. Le café sur le comptoir, froid. Et le silence autour d'elle maintenant, un rugissement constant dans ses oreilles. Elle a appelé 3 avocats. J'ai laissé des messages vocaux à 5 autres personnes. J'ai envoyé un email à toute personne ayant droit civiques dans leur titre. Personne n'a réagi assez vite. Le lendemain matin, les nouvelles locales ont diffusé un reportage intitulé « Une adolescente surprise en possession de drogue à l'école, sa mère accuse la terreur policière ». Ils ont montré sa photo d'école, recadrée autour de son visage. La légende en dessous est en lettres rouges, comme un avertissement. Les commentaires ont afflué. Encore une mère voyou qui trouve des excuses. Là où il y a de la fumée, il y a du feu. Et personne n'a prononcé son nom avec gentillesse. Loretta éteignit la télévision et resta assise en silence, les yeux brûlants mais secs. Elle savait maintenant que cela ne concernait pas seulement Deshawn. Il s'agissait d'un système qui n'avait pas besoin de preuves, seulement d'accusations. Et il s'agissait de savoir à quelle vitesse cette accusation pouvait devenir une condamnation. Pas de juge. Pas de jury. Juste un titre et une paire de menottes. Elle se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre et regarda le vent se déplacer à travers les arbres de la cour. Les branches se balançaient comme si elles essayaient d'atteindre quelque chose. Ou peut-être essayaient de lâcher prise. Et tandis qu'elle se tenait là, les bras croisés contre le froid. Elle murmura à personne. Ils pensent qu'ils nous ont enterrés. Puis elle recula, prit une grande inspiration et ouvrit son carnet. En haut de la première page, d'une écriture claire et précise, elle écrivit. Ce n'est pas là que ça s'arrête. La porte de la cellule se referma derrière lui avec un bruit métallique qui résonna trop fort et persista trop longtemps dans le couloir en béton à un son qui s'enfonça profondément dans la poitrine de Deshawn et s'y installa comme quelque chose de définitif. Le garde ne parla pas. Il ne donna ni instruction ni explication. Il verrouilla simplement la porte, tourna les talons et disparut dans le couloir sans un regard en arrière. Le silence qui suivit n'était guère réconfortant. Il était épais, pesant de ce genre qui rendait les néons au plafond plus froids qu'ils ne le devraient, projetant un reflet jaune pâle sur la peinture écaillée et un mur étroit et sans fenêtre. Le lit contre le mur n'était plus qu'une plaque de métal surmontée d'un matelas taché. Lorsque Deshawn s'assit, son corps tressaillit au contact, chaque ecchymose lui rappelant qu'il n'était pas encore guéri ni du champ de bataille, ni de la trahison, ni du passage par les portes de cet endroit, où son nom était déjà devenu une sentence. Il resta assis là pendant un long moment, les coudes sur les genoux, les mains jointes, les yeux rivés sur le sol comme si cela pouvait expliquer quelque chose que le monde refusait d'expliquer.
Des voix résonnèrent dans le couloir lointaine, étouffées, aiguës mais aucune ne s'adressait à lui. Aucune ne reconnaissait le garçon qui avait été traîné comme si justice avait déjà été rendue. Deschaune ne pleurait pas, non pas par manque de volonté, mais parce qu'une force plus lourde que la tristesse pesait désormais sur sa poitrine. Elle avait pris la forme de l'incrédulité et s'était muée en une terreur sourde et latente. Ce n'était pas seulement son arrestation. C'était la façon dont les choses s'étaient déroulées. L'histoire avait déjà été écrite avant même qu'il ait eu l'occasion de s'exprimer. Le plateau repas arriva des heures plus tard, glissé sans un mot dans une fente métallique de la porte. Un mélange froid de purée de pommes de terre et d'une sorte de viande grise qui sentait le sel et la tristesse. Il n'y toucha pas. Son estomac se retournait trop violemment à cause de tout le reste, la peur, la confusion, un sentiment croissant d'isolement qui n'avait rien à voir avec les murs de béton, mais tout à voir avec la rapidité avec laquelle le monde lui avait tourné le dos. Le premier coup est arrivé avant le lever du soleil, et il n'a pas été précédé d'un avertissement. Deux gardes, tous deux blancs et plus grands qu'ils ne devraient l'être, ont fait irruption dans la cellule avant qu'il ne soit complètement réveillé. L'un a aboyé, contrôle de discipline, tandis que l'autre l'a attrapé par le bras et l'a tiré vers lui. Deschaune essaya de parler, mais un coup de poing dans les côtes lui coupa le souffle avant qu'un seul mot ne puisse s'échapper. Ses genoux fléchirent. En tombant, une botte heurta ses jambes, provoquant une douleur fulgurante dans sa hanche et sa colonne vertébrale. « On ne parle pas ici », grogna l'un d'eux, son souffle lourd de tabac et de quelque chose d'aigre, sa voix imprégnée d'une cruauté sans joie qui n'avait pas besoin de raison pour exister. Deschaune ne se débattit pas. Il se recroquevilla sur lui-même, les bras sur le visage, le corps tremblant sous l'effort de rester conscient, de ne pas crier, de garder quelque chose d'intact en lui alors que tout semblait s'écrouler à l'extérieur. Quand ils sont finalement partis en riant comme si c'était la routine, comme s'il venait de terminer une corvée où il est resté sur le sol pendant un long moment, recroquevillé, le goût du sang épais dans sa bouche, sa respiration saccadée et irrégulière. Plus tard, lorsqu'il a été traîné à l'infirmerie, l'infirmière a à peine levé les yeux de son presse-papier. « Les dossiers disent que tu vas bien », murmura-t-elle, ses yeux se déplaçant sur lui comme s'il était une liste de contrôle, pas une personne. Il a essayé de s'expliquer, de dire « ils m'ont frappé. J'ai les côtes. Je ne peux plus respirer », mais elle s'est contentée de jeter une aspirine sur le plateau et de lui faire signe de partir. « Assieds-toi ou reviens. C'est tout ce que tu as. » Il a pris de l'aspirine, non pas parce qu'il pensait que cela l'aiderait, mais parce que c'était la seule chose dans la pièce qui ne le regardait pas comme s'il était déjà parti. À la fin de la journée, la nouvelle s'est répandue dans le quartier, non pas la vérité, ni les drogues cachées, ni le mensonge du rapport, mais l'histoire que le système avait murmurée aux oreilles des gardiens, du personnel et des autres détenus. Deschaune Carter était un indique. Un dealer. Un lâche qui s'est fait prendre et dénoncer pour sauver sa peau. Les regards le suivaient comme des ombres. Au réfectoire, personne ne s'asseyait à côté de lui. Dans les douches, le silence se transforma en sourire narquois et menace. « J'ai entendu dire que tu aimais parler », siffla un garçon en passant, son poing tatoué serré contre lui. « Tu ne parleras pas autant quand tu seras par terre. » Deschaune gardait les yeux baissés. Il ne parlait pas. Il ne mangeait pas. Il se contentait d'exister prudemment, silencieusement espérant ne pas être trop vu, mais aussi ne pas disparaître complètement. Ici, pas de place pour la protestation. Pas de place pour les explications. Seul l'écho du mensonge qu'ils avaient apposé sur son nom se répandait comme une fumée dans une pièce sans fenêtre. Cette nuit-là, allongé sur le matelas rigide, les bras croisés sur le ventre, il fixait le plafond et essayait de se rappeler à quoi ressemblait la voix de sa mère lorsqu'elle était calme, ni en colère, ni effrayée, ne luttant pas contre tout le système à chaque respiration, mais simplement calme. Peut-être un dimanche matin, quand la maison sentait encore le café et que les nouvelles n'avaient pas encore commencé. Il ne put le retenir longtemps. Les bruits du couloir perçaient, cris, rires, métal frottant contre le béton. Rien ici ne restait doux bien longtemps. Il se tourna sur le côté, tressaillant tandis que ses côtes se plaignaient, et resserra la fine couverture autour de ses épaules. Ses lèvres étaient gercées. Son visage était encore sensible là où les phalanges de l'officier avaient atterri. Son cœur battait trop vite dans le silence. Et il se demandait. Comment survivre dans un endroit qui veut me briser juste pour respirer? Il n'avait pas de réponse. Mais il savait qu'il ne pouvait pas leur donner ce qu'ils voulaient. Et ainsi, alors que les lumières fluorescentes s'atténuaient jusqu'à leur réglage nocturne et que les ombres s'allongeaient sur le sol, il ferma les yeux,
non pas pour s'échapper, mais pour rassembler le peu de force qui lui restait. Parce que si cet endroit devait l'écraser, il devrait faire plus que verrouiller les portes. Il faudrait le convaincre qu'il n'avait pas d'importance. Et peu importe à quel point il était blessé. Cela ne s'était pas encore produit. Conrad Carter se tenait seul sous la faible lueur d'un lampadaire cassé, ses bottes fermement plantées sur l'asphalte humide d'une rue calme d'Atlanta, le genre d'endroit où les secrets se déplaçaient plus vite que la lumière du soleil, et la seule chose plus bruyante que le silence était la mémoire. L'air était chargé d'une odeur de graisse de moteur et de pluie rance, une couverture humide qui collait à sa peau tandis qu'il ajustait la sangle de son sac de sport et scrutait le terrain vide devant lui. Il était déjà venu dans cette ville des années auparavant, dans une autre vie, dans une autre guerre. Et pourtant, le poids dans sa poitrine lui semblait désormais plus lourd que tout ce qu'il avait porté outre-mer. Il ne s'agissait pas de stratégie, d'extraction ou de contre-espionnage. Il s'agissait de sang. De son fils. Et de la fureur sourde qui montait en lui depuis qu'il avait entendu la voix de Loretta se briser sur le répondeur. Il ne l'avait pas rappelé. Il n'y avait rien à dire qui ne s'effondrerait pas aussitôt. Et puis, les actes sont toujours plus éloquents que les excuses. Au lieu de cela, il a utilisé les numéros de badge de suivi des vols et les journaux d'incidents, puisant dans d'anciens contacts cachés derrière les pare-feux qu'il avait contribué à concevoir. En moins de 3 heures, il avait suffisamment de ressources pour dresser un plan sommaire de tous les problèmes du service qui avait mis la main sur son fils. 2 noms se sont démarqués, Rick Dalton et Carl Boone. Tous deux avaient fait l'objet de plaintes classées et de rapports internes marqués, résolus, sans plus de détails. Toujours le même schéma, usage excessif de la force, conséquences minimes. Des victimes trop effrayées ou trop brisées pour continuer à se battre. Au moment où l'avion atterrissait, il avait mémorisé leurs visages, leurs horaires de commissariat et avait piraté l'annuaire du personnel de l'immeuble à partir d'un ordinateur portable jetable posé sur ses genoux à l'arrière d'un covoiturage qui ne posait pas de questions. Maintenant, debout dans l'ombre près du parking arrière, il regardait la lumière rouge clignoter faiblement au-dessus de l'entrée arrière, juste assez pour lui dire que la caméra était en direct, mais pas assez pour prouver qu'elle était surveillée en temps réel. Il s'accroupit, ouvrit le sac et en sortit un petit appareil noir en forme de télécommande. D'une simple pression sur l'interrupteur, l'écran de son téléphone s'éteignit, remplacé par une image figée en boucle, prise plus tôt dans la journée. « Les caméras tournent en boucle », murmura-t-il d'une voix basse et égale. Un rituel plus qu'un rappel. À l'intérieur, l'air était vicié et immobile. Ce silence gouvernemental, rompu seulement par le grincement occasionnel de chaussures usées sur le carrelage ou le bourdonnement lointain d'un distributeur automatique. Il se déplaçait comme une ombre, lentement et avec précision. Chaque virage était planifié. Chaque mouvement était délibéré. Cela faisait plus de 10 ans qu'il n'avait pas opéré sur le terrain, mais son corps se souvenait de ce qu'il devait faire bien avant que son esprit ait besoin de le demander. Il atteignit le vestiaire le premier. Une vieille clé de maintenance, offerte par un contact à la retraite, lui permit de traverser le couloir de service juste au moment où 2 officiers en sortaient, riant trop fort, leur voix s'éteignant dans le couloir. La salle était vide. Des casiers alignés comme des confessionnaux. Une odeur de sueur et de vieux cuir flottait dans l'air. Il s'agenouilla près d'un certain R. Dalton et récupéra une micro-caméra et un micro-écouteur pas plus gros que l'ongle de son pouce. En 30 secondes, ils étaient cachés derrière une bouche d'aération, sous un banc, dans la charnière d'un casier. Lorsque la salle se remplirait à nouveau, ils écouteraient. Il se rendit ensuite dans la salle d'épreuve, non pas pour falsifier les informations, mais pour confirmer. Le système avait déjà signalé des incohérences. L'horodatage du rapport de drogue concernant Deshawn avait été modifié 2 fois. Une version portait une signature totalement différente. Conrad n'avait pas besoin d'inventer la vérité. Il lui suffisait de la laisser respirer, assez longtemps pour être entendu. Au bout du couloir, des pas résonnaient. Il s'aplatit contre le mur, tous ses muscles se détendirent, sa respiration sifflante. 2 agents passèrent, inconscients de l'ombre dans l'alcôve, se plaignant des rotations d'horaire et de la visite imminente du maire. Lorsque leurs voix s'éteignirent, il bougea à nouveau, se glissant par une sortie latérale dans une cage d'escalier, son esprit déjà en pleine ébullition. Il n'avait pas de plan pour après ce soir. Juste une direction. Et une rage s'est transformée en objectif. Il ne cherchait pas à se venger. Pas encore. Il cherchait un moyen de pression, une preuve ou le genre de preuve qui ne se perdrait pas ou ne serait pas mal étiquetée lorsque la peau de la victime était trop foncée et que l'histoire ne correspondait pas au scénario de la ville.
Il est de nouveau entré dans la nuit. L'air était plus frais maintenant. Le ciel était lourd de nuages. Les rues étaient plus calmes qu'avant. De l'autre côté du terrain, la silhouette du palais de justice se dessinait, une structure imposante avec seulement quelques fenêtres éclairées. Ce n'était pas encore le moment pour cet endroit. Pas encore. Mais ce serait le cas. Bientôt. Pour l'instant, il marchait, lentement et régulièrement, sur le trottoir fissuré qui longeait la gare, le parc où Deschaune faisait autrefois des exercices, les devantures de magasins fermés avec des panneaux manuscrits parlant de rêves s'arrêtant au milieu d'une phrase. Il était assis sur un banc d'angle. Le sac de sport reposait à ses pieds. La ville qui l'entourait respirait cette étrange et inconfortable respiration que respirent les villes lorsqu'elles tentent d'oublier ce qu'elles ont fait. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la tête baissée, non pas en signe de défaite, mais de concentration. Le lampadaire au-dessus vacilla une fois, puis se stabilisa. Et dans sa lueur, son ombre s'étendait loin derrière lui, silencieuse, sans prétention. Il fouilla dans sa veste et en sortit une photo qu'il n'avait pas revue depuis les 13 ans de Deschaune. On y voyait le garçon en plein rire, les bras tendus, les baskets couvertes de boue après une course qu'il avait remportée d'une demi-seconde. Conrad l'examina maintenant, non pas par sentiment, mais pour plus de clarté. « Tu n'es pas qu'un enfant qu'ils peuvent faire disparaître, » dit-il à voix haute, ces mots destinés à la seule nuit. « Tu es à moi. » Et à ce moment-là, sous la faible lumière orange d'un coin solitaire d'une ville essayant d'enterrer ses péchés, il fit un vœu, pas de violence, pas de chaos, mais de retour. Il ne quitterait pas cette ville tant que Deschaune ne serait pas libre. Tant que l'histoire ne serait pas clarifiée. Tant que tous les mensonges qu'ils avaient répandus ne seraient pas révélés au grand jour. Pas parce qu'il était soldat. Pas parce qu'il était en colère. Mais parce qu'il était père. Et cela avait toujours été le seul titre qui comptait vraiment. L'orage s'est produit juste après minuit, un grondement sourd grondait au loin tandis qu'une fine brume commençait à tomber sur la ville, adoucissant les bords tranchants des toits et des lampadaires, transformant tout en un flou de reflets humides et d'ombres tremblantes. Dans une ruelle étroite derrière le centre de détention pour mineurs, le monde retenait son souffle. Conrad Carter était accroupi en silence, le dos appuyé contre un mur de briques couvert de condensation. Ses mains étaient fermes, malgré la tempête, malgré le poids de ce qu'il s'apprêtait à faire. Il était vêtu de noir de la tête aux pieds. Tactique, mais pas agressif. Chaque mouvement était silencieux. Chaque intention, délibérée. À ses pieds se trouvait le sac de sport. Lourd de matériel, une corde, un ordinateur portable jetable, une grenade IEM enveloppée dans une serviette et un pistolet silencieux qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis des années. Il n'était pas là pour déclencher une guerre. Il était là pour reprendre son fils. L'agencement de l'installation avait été gravé dans sa mémoire 2 nuits plus tôt, grâce à un ancien entrepreneur militaire ayant accès au plan de sécurité de l'État et une faveur à rendre. Conrad avait mémorisé chaque sortie, chaque angle mort, chaque caméra entre la porte utilitaire arrière et le bloc cellulaire C. Maintenant, sous le couvert du vent et de la pluie, il vérifia sa montre, une fois, puis une autre. Il était minuit 7. Juste au bon moment, la serrure du haillon s'ouvrit avec un bruit sec. Plus doucement que prévu. Le genre de mouvement subtil que seule une personne à l'écoute entendrait. Une silhouette pâle émergea de l'ombre maigre, nerveuse, empestant le bourbon et la sueur. Il s'essuya la bouche d'un revers de main tremblant et murmura, ses yeux scrutant Conrad sans jamais le croiser. « Tu as 10 minutes. » Pas plus. Conrad hocha la tête une fois, jeta le sac sur son épaule et se glissa à travers la porte comme de la fumée à travers une fissure dans le mur. Il se déplaçait rapidement, mais sans insouciance. Il se baissa pour passer sous les caméras de sécurité, désormais figées en boucle grâce à l'impulsion électromagnétique qu'il avait placée derrière un distributeur quelques heures plus tôt. Les lumières du couloir vacillèrent, puis s'éteignirent, juste assez longtemps pour étouffer ses pas et masquer la présence de quelqu'un qui n'appartenait pas à cet endroit. À l'intérieur du bloc cellulaire C, l'air semblait plus lourd, plus épais. Un rythme silencieux pulsait autour de lui, des garçons endormis, des serrures électriques bourdonnant comme un souffle retenu trop longtemps. Il trouva la cellule de Deschaune, la 3e en partant du bout. L'étroite fenêtre de la porte d'acier était trop haute pour que l'on puisse voir à travers. Le numéro 117 était inscrit au pochoir au-dessus, sa peinture noire s'écaillait comme une vieille ecchymose. Il pressa doucement sa main contre la porte, comme s'il cherchait un pouls sous le métal. La serrure était mécanique et non numérique. Bien.
D'un léger mouvement de rotation de l'outil de dérivation depuis sa botte, le loquet céda. La porte grinça, à peine quelques centimètres. Juste assez pour qu'il puisse voir le garçon recroquevillé sur le matelas, face au mur, la respiration haletante et irrégulière. Deschaune. La voix de Conrad était basse et posée ou le genre de voix qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Non pas en tant que soldat, mais en tant que père. Le garçon remua, puis se redressa en poussant un cri. Ses mains meurtries agrippèrent le bord du lit. Ses yeux se plissèrent dans l'obscurité. Papa, grogna-t-il, le mot brisé par l'incrédulité et la douleur. Je suis là, dit Conrad, traversant déjà la piste en deux enjambées. Un bras entoura le dos de Deschaune, le soulevant doucement. L'autre attrapa le sac, calculant déjà le poids, le timing et la vitesse. On n'a pas beaucoup de temps. Tu peux marcher? Deschaune hocha la tête, mais son corps racontait une autre histoire. Tremblant, à peine debout. Chaque pas était une protestation contre les dégâts causés. Appuie-toi sur moi, murmura Conrad. Et le garçon l'a fait, laissant son père porter ce que ses jambes ne pouvaient pas porter. Ils retraversèrent le couloir. Le silence n'était rompu que par le léger bruit des bottes, le grondement sourd d'un vieux bâtiment s'enfonçant dans la nuit noire. Au coin, juste avant la sortie arrière, une voix a crié. Trop fort. Trop près. Un faisceau de lampes de poche fendit le couloir comme une lame, coupant l'obscurité. Qui est là? Aboya un garde, une main déjà sur sa radio. Conrad n'a pas hésité. Il laissa tomber la grenade EMP à leurs pieds, tira Deschaune derrière un pilier et... Boum, où une pulsation silencieuse parcourut le hall. Le monde s'agita. Les radios s'éteignirent. Les lumières s'éteignirent dans une vague d'étincelles bleues qui grésillèrent au plafond. L'obscurité engloutit le couloir. Conrad a déménagé. Une main serrait Deschaune par le flanc. L'autre les guidait à travers le dédale de couloirs désormais aveugles, pas à pas prudents, vers la porte arrière qui se refermerait à jamais derrière eux. Derrière eux, le chaos s'éveillait. Des voix criaient. Des portes claquaient. Le métal criait contre le béton. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Ce n'est que lorsque l'air nocturne leur frappa à nouveau le visage. Ce n'est que lorsque la ruelle s'ouvrit en grand, telle une plaie cicatrisée sous la pluie. Et puis ils coururent, père et fils, à travers la tempête, à travers l'obscurité, à travers la ville qui avait essayé de les oublier tous les deux. Et les caméras ont clignoté jusqu'au noir. Dans le chaos, il se glissa par la sortie, le cœur battant la chamade mais les mains toujours calmes, ramenant son fils sous la pluie tandis que les sirènes hurlaient au loin. Lorsqu'ils atteignirent l'allée, où le SUV était dissimulé sous une bâche de ferraille et de vignes vierges, les forces de Deschaune s'étaient à nouveau affaiblies. Son poids pesait plus lourdement sur le flanc de son père, ses yeux se fermant en papillonnant malgré tous ses efforts pour rester éveillé. Presque là, murmura Conrad, l'aidant à s'asseoir sur le siège arrière, le couvrant d'une couverture sèche et vérifiant son pouls avec des doigts qui n'avaient pas perdu leur précision. Tu es en sécurité maintenant. Je te tiens. Le moteur a grondé, assourdi par la pluie, et ils se sont éloignés de l'installation juste au moment où les lumières rouges et bleues ont inondé la porte d'entrée, trop tard pour arrêter l'homme qui avait déjà disparu dans les rues secondaires de la ville. 1 heure plus tard, ils atteignirent la planque une cabane à 30 km au sud de la ville, cachée dans un bosquet de pins, tels des sentinelles silencieuses scrutant le ciel nocturne. À l'intérieur, les murs sentaient légèrement le cèdre et la poussière, et la seule lumière provenait d'une vieille lampe à pétrole vacillant près de la fenêtre. Conrad déposa Deschaune sur le lit de camp dans un coin, ouvrit à nouveau le sac et commença à panser les blessures avec cette concentration silencieuse que seules des années d'entraînement au combat pouvaient enseigner. Ses mains bougeaient sans panique, mais ses yeux restaient fixés sur le visage de son fils, guettant les signes de choc, de douleur, de quelque chose de pire que des contusions. Deschaune remua une fois, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Tu es venu. » Conrad s'arrêta, le regarda dans les yeux et répondit doucement. « Toujours. » Dehors, le vent tourna, la tempête se déplaçant enfin vers l'est, ne laissant derrière elle que le silence et le bourdonnement sourd des grenouilles dans les bois. À l'intérieur de la cabane, le garçon dormait, un bras enroulé autour de ses côtes, la respiration lente mais régulière. L'homme à côté de lui veillait, les doigts serrés dans une tasse de café refroidi, les yeux rivés sur la porte non pas parce qu'il attendait de la compagnie, mais parce qu'il ne repartirait pas. Pas cette fois. Jamais. Le lendemain matin, lorsque le soleil perça les nuages qui s'éclaircissaient,
la ville avait déjà commencé à déformer la vérité pour en faire quelque chose de plus commode, de plus acceptable. Quelque chose qui assurait le confort de certains et l'invisibilité d'autres. Conrad se tenait dans le salon, les épaules carrées, les bras croisés, regardant un reportage granuleux scintiller sur l'écran d'un téléviseur portable posé sur une table pliante. La voix du présentateur était polie et assurée, lisant le prompteur avec la cadence régulière de quelqu'un qui n'avait rien à se reprocher. Un mineur suspect lié à la drogue et à la violence s'évade d'un centre de détention. La vigilance est de mise. Les forces de l'ordre ont identifié son père, Conrad Carter, un ancien militaire soupçonné d'avoir des liens avec des groupes extrémistes nationaux. Conrad ne sia pas. Il fixait simplement la scène, la mâchoire serrée, les yeux rivés au vide, les muscles de son cou tendus par une rage qui ne pouvait s'exprimer qu'au plus profond de lui-même. La séquence montre une vue aérienne du centre de détention, puis une image floue de son SUV s'engageant sur une route secondaire. Sa plaque d'immatriculation était masquée, mais sa silhouette était indéniablement la sienne. Le message était clair, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui regardaient. Il n'était plus un père protégeant son fils. Il était désormais une menace. Un fugitif. Un homme peint à l'image de la peur qu'ils inspiraient au public nuit après nuit. Dans la chambre, Deshaun gisait immobile, enveloppé dans une couverture sur le lit, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une respiration irrégulière. Son corps se remettait encore des contusions et de la poussée d'adrénaline. Loretta lui avait bien appris à rester calme sous la pression, à respirer malgré la douleur, à protéger sa voix quand personne d'autre ne le faisait. Mais rien n'aurait pu le préparer à la rapidité avec laquelle le monde avait tenté d'effacer son histoire. Conrad éteignit la télévision d'une lente pression sur le bouton. L'écran devint noir, laissant derrière lui un silence plus pesant que les mots. Il franchit la porte de la chambre, regardant son fils dormir, un bras enroulé autour de ses côtes, le visage blême sous la lueur matinale qui filtrait à travers le store. Conrad fut frappé à cet instant par la fragilité de la survie, une fois l'armure retirée. Juste un enfant. Blessé. Et pourtant. Le bourdonnement des machines avait été remplacé par le rythme du sommeil, et pourtant, le poids sur les épaules de ce garçon était plus lourd que ce que n'importe quel adolescent de 16 ans devrait avoir à supporter. Dehors, des oiseaux évoluaient entre les branches des grands pins, leurs ailes captant la lumière du soleil qui n'avait pas encore atteint le sol de la forêt. Et quelque part au loin, le vrombissement sourd d'un hélicoptère commença à résonner dans la vallée. Conrad sortit sur le porche, scrutant le ciel, les yeux plissés alors que le son devenait plus fort, plus proche, familier. Il n'a pas paniqué. Il n'a pas bougé rapidement. Il a simplement attendu, compté les secondes entre chaque passage, calculé le schéma, puis est rentré à l'intérieur. Il balait les bois, dit-il doucement, plus pour lui-même que pour Deshaun, bien que le garçon remua légèrement au bruit. « C'est toi qu'il cherche ou moi ?» demanda Deshaun, la voix sèche, cassée, mais alerte. Conrad s'approcha, versa un verre d'eau et le tandis que Deshaun se redressait sur un coude, grimaçant légèrement. « Les deux, répondit-il. Mais je sais comment ils pensent. Ils ne sont pas encore là. Ils nous observent d'abord. Ils attendent qu'on bouge. » Deshaun prit une gorgée, ses mains tremblant encore légèrement, puis s'appuya contre l'oreiller, les yeux fixés sur une fissure dans le plafond. « On dirait qu'ils ont déjà gagné, murmura-t-il. Comme si ce qu'on dit n'avait aucune importance. Ils continueront de faire croire qu'on est le danger. Conrad était assis sur la chaise à côté du lit, posant ses coudes sur ses genoux, les mains jointes. « C'est ce qu'ils veulent, dit-il d'une voix basse mais assurée. Ils veulent que vous le croyiez. Parce que s'ils parviennent à vous convaincre que votre histoire n'a pas d'importance, ils n'ont pas à l'entendre. Et s'ils n'ont pas à l'entendre, ils n'ont pas à en répondre. » Le garçon hocha lentement la tête, absorbant chaque mot comme si c'était la seule chose qui avait du sens dans un monde qui s'était tordu sur le côté. Il y avait quelque chose dans son expression ou une résilience silencieuse, meurtrie mais pas brisée qui poussa Conrad à mettre la main dans la poche de son manteau, à sortir le téléphone jetable et à l'allumer. « J'ai enregistré la vérité, dit-il simplement. Leur voix. Les versions modifiées du rapport. Les mensonges internes. Je peux tout divulguer. Mais une fois que c'est connu, on ne peut plus revenir en arrière. Et nous ne serons plus jamais invisibles. » Deshaun ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre, observa les arbres se balancer légèrement sous la brise matinale, puis se tourna vers son père. « Alors, qu'il voit, dit-il doucement mais fermement. Qu'il voit tout.
cet après-midi-là, depuis la sécurité d'un espace de travail improvisé caché sous un faux plancher dans la cabine, Conrad a téléchargé la première vague de fichiers, des images de caméras corporelles qui avaient été effacées mais pas complètement supprimées, des enregistrements audio de conversations privées dans la salle d'escouade, des rapports horodatés qui contredisaient les déclarations officielles. Une photo du visage meurtri de Dessaun, prise par une infirmière qui pensait que personne ne le remarquerait, a été enregistrée discrètement dans son courrier électronique personnel. Tout est rassemblé dans un simple dossier, marqué des mots « La justice commence ici ». Il l'a envoyé à 3 journalistes, à 2 organisations de défense des droits civiques et à une archive sécurisée stockée sur un serveur crypté situé quelque part en Europe. Puis il s'est assis, a regardé la barre de téléchargement défiler jusqu'à la fin, et a fermé l'ordinateur portable dans un silence définitif. Dehors, le vent se leva, balayant le porche d'aiguilles de pin. Le ciel s'assombrit à nouveau non pas à cause de l'orage, mais de quelque chose de plus lourd. Un changement dans l'air. Une pression annonçait un changement à l'horizon. Conrad se leva, franchit à nouveau la porte et respira l'odeur humide et électrique de la possibilité. Derrière lui, Dessaun était assis à la table, les yeux scrutant l'écran d'une tablette fissurée, lisant les commentaires sous une photo de lui, postée par l'un des journalistes qui avait révélé l'affaire. Certains étaient laids. D'autres cruels. Mais certains, pour la première fois, écoutaient simplement. Et cela, en soi, suffisait pour commencer. Sous le ciel gris et tamisé de l'aube, Conrad se tenait sur la véranda arrière du chalet, une tasse de café noir refroidissant à la main. Son souffle était perceptible dans l'air vif du matin, une légère brume s'élevant des pins au-delà du jardin, la terre encore humide des pluies de la nuit. Le silence de la forêt s'étendait dans toutes les directions, comme si la nature retenait son souffle. À l'intérieur, Dessaun dormait encore, recroquevillé sous la couverture matelassée qui sentait légèrement le cèdre et le vieux tabac, son visage plus calme qu'il ne l'avait été depuis des jours, le sillon de son front commençant enfin à s'atténuer. Mais Conrad ne pouvait pas dormir. Pas encore. Pas avant de savoir ce qui allait suivre. La vidéo avait été diffusée du jour au lendemain. Le monde prenait conscience de la vérité. Mais la vérité seule n'offrait aucune protection, surtout lorsque les systèmes étaient conçus pour l'ignorer. Il consulta sa montre, puis entra. Le plancher craqua doucement sous ses bottes tandis qu'il s'approchait de la petite table de la cuisine, allumant le téléphone prépayé et découvrant un unique nouveau message. Rendez-vous à 9 h. Silence. Utilisez l'entrée latérale. C'était de Monique Vargas, une avocate des droits civiques qui brûlait d'une flamme incandescente et avait l'habitude d'allumer des allumettes là où l'injustice couvait. Elle ne parlait pas en longues phrases. Elle n'avait pas le temps. Mais quand elle disait calme, elle voulait dire pas de queue, pas de technologie, pas d'erreur. Conrad versa le café froid, rinça la tasse avec des mains tremblantes, puis s'assit pour écrire un mot pour Dessaun, court, clair et juste assez pour lui dire de ne pas s'inquiéter. À 8h10, il était de nouveau en voiture, sillonnant des chemins forestiers encore couverts de feuilles mortes. Les pneus vrombissaient doucement sur l'asphalte, mais ses pensées étaient saturées à un mélange incessant de planification et de souvenirs, de ce qui pourrait arriver et de ce qui était déjà arrivé. Il se souvenait de la nuit de la naissance de Dessaun. Comment ces cris avaient été le premier son que Conrad avait véritablement laissé s'ouvrir en lui depuis le champ de bataille. Comment, l'espace d'un instant fragile, il avait eu l'impression que le monde s'était arrêté juste le temps de lui donner quelque chose en retour. Ce garçon avait été brisé par un système qui ne le voyait toujours pas comme un enfant. Il voyait encore sa peau avant son nom. Le bureau de Monique était une ancienne maison en grès brun, au cœur du vieux quartier, nichée entre une librairie fermée et une épicerie fine halal qui sentait toujours le cumin et l'agneau mijoté. Il se gara dans l'allée comme indiqué, monta l'escalier de service 2 marches à la fois et entra par la porte coupe-feu rouillée dans un couloir bordé de prospectus juridiques défraîchis et de chaises dépareillées. Elle l'a rencontré sur le pas de la porte, avec des yeux qui avaient vu trop d'histoires comme la sienne et une voix aiguisée par des décennies de guerre judiciaire. « Ils s'en prennent à toi, dit-elle sans ménagement. Mais tu as de l'influence. Suffisamment pour temporiser. Peut-être même assez pour gagner. » Il hocha la tête, prit place en face de son bureau et posa le deuxième disque dur sur la table comme une carte dans un jeu de poker. Celui-ci contient les journaux d'appel. Les registres des dispatchings. Les enregistrements des caméras piétons de Boone et Dalton. Il ne se contentait pas de le malmener. Il riait en le faisant. Monique tendit la main vers le lecteur avec précaution, sa mâchoire se serrant légèrement. « Je vais transmettre ça à l'agent de liaison du procureur en privé pour l'instant.
Mais une audience est déjà prévue. Commission de libération des mineurs. Dans 2 jours. 2 jours, répéta Conrad d'une voix basse mais tranchante. Ils traînent les pieds, répondit-elle. Ils gagnent du temps. Ils essaient de contrôler les conséquences. Il y eut un silence long et chargé, puis elle demanda, « Êtes-vous prêt à témoigner, s'ils essaient d'enterrer ça ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il regarda par la fenêtre, observant un pigeon se poser sur le rebord, battant des ailes avant de se poser. « Je ne l'ai pas libéré juste pour m'enfuir, dit-il finalement. Je l'ai libéré parce que personne d'autre ne le protégerait. Mais je ne me cache plus. Plus maintenant. » Elle hocha la tête une fois. « Alors nous nous battons. » Lorsque Conrad revint au chalet cet après-midi-là, le vent s'était levé, bruissant la cime des arbres comme des murmures entre géants. Dessalines était réveillé, assis à la table de la cuisine, un bol de céréales à moitié entamé devant lui, la télévision jouant en sourdine. Ses yeux trouvèrent instantanément ceux de son père, interrogateur, alerte, mais plus calme. « Tu es allé en ville ?» demanda-t-il, sans être accusateur, simplement curieux. Conrad hocha la tête et jeta ses clés sur le comptoir. « J'ai rencontré une avocate. Elle va m'aider. » Dessalines ne sourit pas, mais il hocha également la tête, mâchant tranquillement une autre cuillerée avant de parler à nouveau. « Les gens parlent de la vidéo. Mon nom est devenu tendance. »« Je sais, » dit doucement Conrad. « C'est pourquoi nous devons être prêts. Il ne s'agit plus seulement de survivre. Il s'agit d'être entendu. » Le garçon s'appuya contre le dossier de la chaise, les yeux scrutant la table, les mains tremblant légèrement à cause de la tension restante. « J'ai peur, » a-t-il admis. Conrad s'assit à côté de lui, posant une main ferme sur l'épaule de son fils. « Tu n'as pas besoin d'être courageux à chaque instant. Il faut juste rester debout. Et je serai là pendant ce temps. » Dehors, le vent faisait claquer les volets, le ciel prenait des gris plus profonds. Quelque part dans les bois, une branche craquait sous le poids du temps et des intempéries. Mais à l'intérieur de la cabane, quelque chose tenait. Quelque chose de petit mais de solide. La formation silencieuse d'une ligne dans le sable père, fils, vérité et le long souffle avant la prochaine tempête. Alors que le soir pesait sur la cime des arbres et peignait les murs de la cabane d'un orange profond, Conrad sentit quelque chose bouger dans l'air. Pas le vent ni l'odeur du pain, mais quelque chose de plus instinctif. De plus urgent. Le genre de tension qu'un soldat chevronné pouvait lire dans le silence entre les instants. Il l'avait déjà ressenti au bord des embuscades dans des jungles lointaines et des villes dévastées. Dans le silence avant une brèche. Dans la façon dont les oiseaux se taisaient soudainement et dont les radios crépitaient de parasites. Ce n'était pas de la paranoïa, mais une reconnaissance de schéma. Dessalines était assis par terre près de la cheminée, esquissant quelque chose dans un carnet à spirale, les genoux repliés, son crayon glissant doucement sur la page. Il n'avait pas demandé à sortir de la journée. Il n'avait pas touché à son téléphone prépayé. Il se contentait de regarder les flammes vaciller et de ruminer le silence comme s'il pouvait révéler une réponse que son père ne pouvait lui donner. Conrad versa un verre d'eau, regarda les ondulations se déplacer sous la lumière vacillante du plafond, puis se dirigea vers la fenêtre et inclina le store avec 2 doigts. De l'autre côté de la limite des arbres, à environ 150 mètres, quelque chose a brillé. Bref. Rythmique. Faible. Ni des éclairs, ni des lucioles. Diffusion infrarouge. Surveillance. Quelqu'un les observait. Quelqu'un qui ne voulait pas être vu. Mais il ne s'en était pas rendu compte, Conrad avait passé 20 ans à repérer l'invisible. Il posa son verre sans boire et attrapa la sacoche cachée derrière le canapé, vérifiant le contenu avec des mains méthodiques, lampe de poche tactique, silencieux, revolver de petit calibre, bloqueur thermique et un deuxième téléphone, mort jusqu'à présent. Il se tourna vers Dessalines et s'agenouilla lentement, la voix basse. « Écoute-moi une seconde. On pourrait avoir de la compagnie, en train de nous observer depuis les bois. Tu vois quelque chose d'étrange par la fenêtre ?» Dessalines leva les yeux, pas paniqué, juste alerte, comme si le calme de son père était une carte qu'il avait mémorisée. « J'ai vu des lumières il y a peut-être une demi-heure, mais j'ai pensé que c'était un avion. » « Ce n'était pas le cas, » répondit Conrad. « Je veux que tu restes à l'intérieur, loin des fenêtres. Et si quelque chose de bruyant se produit au bris de verre, crie ou tu sors par la trappe sous le lavabo de la salle de bain. Directement au lit du ruisseau. » Le garçon déglutit difficilement,
hocha la tête une fois et demanda. « Tu y vas seul ?» Conrad hocha la tête. « Ils ne font que regarder. Je veillerai à ce qu'il reste ainsi. » Dehors, la forêt s'était enveloppée d'une épaisse ombre. Les arbres se pressaient comme des témoins silencieux. Conrad se déplaçait avec la précision de quelqu'un qui aurait cartographié ce territoire 100 fois dans sa tête. Ses bottes restaient basses, chaque pas posé là où les aiguilles de pin atténuaient le bruit. À 100 mètres, il s'accroupit derrière un tronc d'arbre et observa avec le monoculaire thermique 2 silhouettes. L'une allongée, un téléobjectif à la main. L'autre plus à gauche, probablement armée, le Canon captant la faible lumière en s'ajustant. Trop professionnel pour des civils. Trop discret pour des journalistes. Il n'a pas dégainé son arme. Pas encore. Au lieu de cela, il ramassa une pierre lisse et lourde, de la taille d'un poing et la lança 10 mètres plus loin sur la droite d'un mouvement sec du bras. Le craquement dans les broussailles attira leur attention, juste assez longtemps. Conrad frappa fort de la gauche, décrivit un arc de cercle et arriva derrière la silhouette arrière sans faire de bruit. Le silencieux était froid contre le cou de l'homme. Ne bouge pas. Ne parle pas, lâche la lunette. La silhouette se figea. L'autre tourna la tête trop tard. Conrad lui enfonça un genou dans la colonne vertébrale, le projetant au sol avec un bruit sourd qui se transforma en silence. « Qui t'envoie » demanda-t-il d'une voix grave comme du gravier. L'homme gémit. « Presse. Freelance. Juste des photos. » Conrad attrapa le badge accroché à son gilet, vérifia la pellicule, puis scruta le visage sous les lunettes de vision nocturne. Jeune. Tremblant. Une peur qui n'était pas feinte. « Tu es venu ici pour une histoire, » dit-il doucement, « et tu as failli tomber sur quelque chose pour lequel tu n'étais pas prêt. Fais tes bagages. Maintenant. Tu as 15 minutes pour disparaître. Et si je vois un drone au-dessus de ma tête après ça, je supposerai que ce ne sont pas seulement les médias qui regardent. » Ils ne se disputèrent pas. Ils hochèrent simplement la tête, attrapèrent leur équipement et se fondirent dans l'obscurité, l'un d'eux boitant. Quand Conrad revint à la cabane, ses bottes étaient couvertes de boue et ses mains étaient froides. Deschaunes attendait à la porte, la trousse de secours déjà en bandoulière, fermée et prête. « Ils sont partis » dit Conrad. « Appuie juste cette fois » répondit Deschaunes. « Mais il y en aura d'autres. » Et plus fort. Deschaunes s'appuya contre l'encadrement de la porte, silencieux un long moment. Puis il demanda. « On continue à courir ?» Conrad le regarda. Il le regarda vraiment. Et il ne vit plus le garçon blessé, mais le jeune homme qui était resté debout, malgré tout. « On tient » dit-il. Juste le temps que la vérité fasse son œuvre. Ce soir-là, ils s'assirent ensemble près de la cheminée. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Ils laissèrent simplement la lumière du feu baigner leurs visages, tandis que le monde extérieur se tordait et s'accrochait à eux. Ni l'un ni l'autre ne dormit facilement. Mais tous deux comprenaient que parfois, tenir bon n'était pas une question d'armes ou de bruit, mais de savoir exactement quand rester immobile et quand être vu. Et dans la lueur de la dernière braise, Conrad regarda et vit son fils enfin reposé. Non pas parce que le danger était passé, mais parce qu'il avait confiance en son père pour se tenir entre lui et l'obscurité.